et à la démocratie. Donc, Afrobaromètre a été lancé depuis 1999-2001, au départ dans 12 pays. Et actuellement, nous sommes au round 8 qui se tient dans au moins 35 pays et qui couvre la période 2019-2021. Donc, il faut dire que l'objectif global de Afrobaromètre, c'est de donner au public une voix dans les processus de prise de décision politique en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, non seulement aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu'aux personnes ordinaires. Dans chaque pays, Afrobaromètre travaille avec un partenaire national. Au Sénégal, c'est le Consortium pour la recherche économique et sociale où je travaille, qui coordonne l'enquête Afrobaromètre. Donc, sur cette carte, on peut voir la répartition, donc la zone couverte par Afrobaromètre. Donc, tous ces pays, Afrobaromètre a eu au moins à faire une enquête dans ces pays. Donc, si on regarde bien pour le cas du Sénégal, la première enquête, comme l'a dit le professeur Diagne tout à l'heure, a démarré en 2002, donc pour le deuxième round. Donc, concernant la méthodologie, donc Afrobaromètre utilise un échantillonnage représentatif des citoyens adultes. Donc, c'est-à-dire ici, il s'agit des personnes qui ont l'âge de voter. Au Sénégal, ce sont toutes les personnes qui ont 18 ans ou plus qui sont susceptibles de participer à l'enquête. Donc, l'ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. Donc, c'est important de le souligner. On utilise une méthode probabiliste. Donc, l'échantillon est distribué à travers les régions. Et dans chaque région, on fait une stratification entre le milieu urbain et le milieu rural, proportionnellement à la taille de la population nationale, toujours la population adulte, ce qui nous fait un sondage stratifié à 2 degrés. Et chaque adulte a une chance égale d'être sélectionné. Donc, pour mettre en œuvre cette méthodologie, on a travaillé avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour disposer des districts de recensement qui facilitent l'accès aux ménages et partant des personnes ayant l'âge de voter. Et il faut dire que les interviews se sont passées dans la langue du choix du répondant. Et pour la session, pour le round 8, donc on avait pratiquement la langue française, la langue Wolof, Serer, Pulaar et Mandinka. Donc tout dépendait de la langue du répondant. Il faut rappeler aussi que les enquêtes Afrobaromètre est un instrument d'enquête standard, donc pour tous les pays, qui permettent de faire une comparaison interpays. Donc, sur ce, un échantillon de 1200 Sénégalais a été sélectionné. Donc, un échantillon de cette taille propose des résultats avec une marge d'erreur de plus ou moins 3% à un niveau d'intervalle de confiance de 95%. Et comme l'a rappelé le professeur Diagne tout à l'heure, le travail de terrain pour le 8e round a été effectué entre le 12 décembre et le 9 janvier 2021. Donc, les premiers résultats démographiques montrent que, à peu près dans l'enquête, 50% hommes et 50% femmes ont été enquêtés. Il faut rappeler qu'Afrobaromètre donne une importance capitale à la question du genre. Donc, pour donner une chance égale entre les hommes et les femmes, Afrobaromètre prévoit d'enquêter autant d'hommes que de femmes pour avoir des informations plus ou moins hétérogènes. Par rapport à la localité, on peut voir que à peu près 50% des personnes enquêtées se trouvent dans le milieu urbain et 50% dans le milieu rural. Par rapport au niveau d'éducation, on peut se rendre compte que 40% des personnes enquêtées n'ont aucune éducation formelle, et contre 22% qui ont atteint le niveau primaire, 27% qui ont atteint le secondaire et 12% qui ont atteint le post-secondaire, c'est-à-dire au moins ont eu le bac. Et par rapport à la religion, la répartition de l'échantillon montre que 8% sont de religion chrétienne contre 11%, 91% qui sont de religion musulmane. Et les autres religions à peine 1%. Donc, je vais vous présenter les résultats concernant la gouvernance économique. Donc, ce que nous pouvons retenir globalement de la gouvernance économique, c'est que la moitié des Sénégalais estiment que leurs conditions de vie actuelles sont bonnes, tandis que près du tiers présentent les leurs comme mauvaises. Ça, c'est un premier résultat concernant la gouvernance économique. Ça, c'est la perception des Sénégalais sur leurs conditions de vie actuelles.
Cependant, on peut remarquer aussi que la majorité des Sénégalais, soit 60%, pensent actuellement que le pays se dirige dans la mauvaise direction. Ça aussi, c'est un autre résultat. Par ailleurs, on peut remarquer que la plupart des Sénégalais jugent assez mal ou très mal la situation économique actuelle. 46% des Sénégalais pensent qu'actuellement que la situation économique est assez mal ou très mal. Toutefois, un peu plus de 4 personnes sur 10 la décrivent comme assez bonne ou plutôt très bonne. Afrobaromètre aussi calcule un indicateur qu'on appelle un indicateur de pauvreté vécue. OK, donc la plupart des Sénégalais jugent aussi assez mal ou très mal la situation économique actuelle du pays. Toutefois, un peu plus de 4 citoyens sur 10 la décrivent comme assez bonne ou très bonne. Pour rappeler qu'Afrobaromètre produit... Est-ce qu'on peut demander à Abdou Salam Gueye de couper son micro? Il y a un participant du nom d'Abdou Salam Gueye. Il y a bruit de fond, oui, s'il vous plaît. Monsieur Abdou Salam Gueye. C'est le professeur Sakho qui parle. Abdou Salam Gueye, essayez de couper votre micro. Sinon, vous le coupez à partir de là-bas. Comme ça, on est tranquille. Oui, professeur, c'est déjà coupé. Merci. OK, d'accord. Donc, on peut continuer. Donc, il faut rappeler que Afrobaromètre produit ce qu'on appelle un indicateur de pauvreté vécue, c'est-à-dire sur le manque que l'individu a subi ou son ménage concernant le manque d'argent, le manque d'argent, le manque de médicaments pour se soigner en cas de maladie. Ensuite, il y a le manque de combustible pour préparer la cuisson. Donc, chaque année, Afrobaromètre produit, donc chaque round, Afrobaromètre produisait ces indicateurs. Et en 2017, par exemple, ce taux était de 25%, alors qu'on a constaté en 2021 que ce taux est passé à 34%. Un dernier résultat concernant la gouvernance économique, c'est que la majorité des Sénégalais jugent plutôt mal ou très mal les réponses du gouvernement actuel aux préoccupations des citoyens, notamment en termes de création d'emplois, de réduction des inégalités et d'amélioration des conditions de vie des pauvres. Donc, le graphique suivant, donc, ça concerne la situation actuelle, les conditions actuelles de la personne, donc des Sénégalais. Donc, lorsqu'on a posé la question de savoir, de manière générale, comment décririez-vous vos propres conditions de vie actuelles, on a remarqué que 51% des Sénégalais adultes ont répondu que leurs conditions de vie actuelles sont assez bonnes, voire très bonnes. Et contre le tiers, près du tiers, 32% qui les décrivent comme assez mal, très mal. Il y a à peu près 17% des Sénégalais qui décrivent leurs conditions de vie actuelles comme étant ni bien ni mal. Donc, lorsqu'on regarde maintenant l'orientation actuelle du pays, la question sur l'orientation actuelle du pays, on a remarqué que globalement, 60% des Sénégalais disent que le Sénégal est dans la mauvaise direction. En réponse à la question de savoir permettez-moi de vous interroger sur l'orientation générale du pays. Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise ou dans la bonne direction? 60% ont répondu par le pays va dans la mauvaise direction. Mais si on regarde la répartition selon deux indicateurs, par exemple en termes de zone de résidence, on se rend compte que ce sont les citadins donc, qui disent qu'à 66% que le pays va dans la mauvaise direction, contre 54% en milieu rural. On n'a pas décelé une différence globale entre hommes et femmes, donc les deux ont répondu à la question par rapport aux mêmes proportions. Donc par rapport maintenant au niveau d'instruction, donc on se rend compte ici que plus le niveau d'éducation augmente, plus les gens ont affirmé que le pays va dans la mauvaise direction, ce qui atteint 74% par exemple pour ceux qui ont atteint le niveau supérieur. Donc, par rapport à la situation économique actuelle, la question, donc, on peut remarquer aussi que lorsqu'on a posé la question de savoir comment décrivez-vous la situation économique actuelle du pays, on se rend compte après qu'à peu près 46% la décrivent comme mal. Toutefois, plus de 4 Sénégalais sur 10 la décrivent comme plutôt bien ou très bien. Même s'il y a 13% des Sénégalais qui décrivent la situation économique étant ni bien ni mal. Donc ça, c'est l'indicateur de pauvreté vécue dont je parlais tout à l'heure.
Donc, si vous regardez ici, l'indicateur de vécu est calculé à partir de la fréquence des manques de première nécessité auxquels les répondants ou leurs familles ont fait face au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. Donc, il s'agit du manque de nourriture pour manger à sa faim, manque d'eau potable pour les besoins domestiques, manque de médicaments ou de soins médicaux, manque de combustible pour la cuisson et manque de revenus en espèces. Donc, ce sont ces indicateurs que Afrobaromètre utilise pour construire l'indicateur de pauvreté vécue. Donc, si on regarde le graphique, par exemple, sur la pauvreté vécue élevée, on se rend compte qu'on était sur une tendance baissière. Donc, en 2013, on était à 39% des dames. Donc, en 2015, on passe à 30. Entre les deux différents rangs. D'autre part, si on regarde aussi donc, ceux qui n'ont pas connu de pauvreté vécue, ou bien ceux qui ont connu une pauvreté nulle ou basse, on peut se rendre compte qu'on était d'abord à 26% en 2013. Donc, ce qui ensuite l'indicateur a stagné à 39% entre les rounds 6 et 7, donc pour 2015 et 2017, avant de fléchir à 26% en 2021. Donc ça, ce sont les réponses maintenant, les réponses du gouvernement on va dire, aux besoins des citoyens. Donc lorsqu'on a posé la question de savoir qualifier la manière bonne ou mauvaise dont le gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes, concernant d'abord la création d'emplois, à peu près, donc les Sénégalais, 86% disent que l'effort les 86% la jugent comme étant plutôt mal ou très mal. C'est le même score pour la réduction du fossé entre riches et pauvres, de même que la prise en compte des besoins des hommes. Donc, les Sénégalais jugent la réponse du gouvernement à la prise en compte des besoins des jeunes comme étant plutôt mal ou très mal, à hauteur de 85%. De même que l'amélioration des conditions de vie des pauvres, jusqu'à la stabilité des prix et la gestion de l'économie. De même que la satisfaction des besoins en éducation et la fourniture de services d'eau et d'assainissement, l'amélioration des services de base, la protection des droits et promotion et opportunités ouvertes aux handicapés, plus de 60% des Sénégalais jugent donc la réponse du gouvernement sur ces points comme étant plutôt mal. Toutefois, par rapport à la prévention ou solution de résolution de conflits, plus de 4 personnes sur 10 la jugent comme étant plutôt bonne ou très bonne. Fourniture fiable d'électricité, donc la majorité des Sénégalais jugent que l'État fait de très bons efforts. Et par rapport aussi concernant l'entretien des routes et ponts, on peut remarquer que plus de la majorité des Sénégalais jugent la réponse du gouvernement comme étant plutôt bonne, voire très bonne. Donc là, on va passer maintenant à la gouvernance politique. Donc, concernant la gouvernance politique, nous allons présenter d'abord les principaux résultats, donc les résultats clés avant de passer au graphique. Donc, ce que nous pouvons constater, c'est que globalement, c'est que la grande majorité des Sénégalais rejettent les formes de régime autoritaire et affirment leur préférence pour la démocratie. Donc, si la majorité, par ailleurs, si la majorité des Sénégalais pensent que le Sénégal est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs, ils n'en demandent pas moins que cette majorité reste insatisfaite de la manière dont la démocratie fonctionne au Sénégal. Un autre résultat, c'est que les Sénégalais se sentent libres d'exprimer leur opinion, d'adhérer à n'importe quel parti politique, mais ils pensent que la loi traite les populations de manière inégalitaire. Un dernier résultat concernant la gouvernance politique, c'est que les Sénégalais font beaucoup plus confiance aux leaders religieux et aux forces de défense du Sénégal. En revanche, près de la moitié accorde sa confiance aux dépositaires des pouvoirs exécutifs et judiciaires, tandis que seule une minorité des citoyens fait confiance au pouvoir législatif qui est représenté par l'Assemblée nationale. Donc, si on regarde les indicateurs de demande de démocratie, donc on peut voir lorsqu'on a posé la question de savoir, donc il y a plusieurs façons de diriger un pays, seriez-vous en désaccord ou d'accord avec les alternatives suivantes?
un seul parti politique est autorisé à se présenter aux résultats et à gouverner. Donc, on peut voir que 92% des Sénégalais rejettent cette règle. Donc, cette règle de parti unique, 92% des Sénégalais la rejettent. Donc, lorsqu'on a posé la question de savoir si l'armée intervient pour diriger le pays, on peut voir que plus de 3/4 des Sénégalais rejettent l'idée d'un gouvernement militaire. Concernant les élections et le Parlement sont abolis de sorte que le président puisse tout décider, on voit que 88% des Sénégalais rejettent la dictature présidentielle. Donc, si on pose la question de savoir leur préférence maintenant en matière de démocratie, en matière de gouvernance, donc si on pose la question par rapport à la démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement, un gouvernement non démocratique peut être préférable dans certaines circonstances. Pour quelqu'un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons. Donc, si on regarde le pourcentage de personnes qui affirment avoir comme la démocratie, affirment avoir préférence la démocratie comme modèle de gouvernance, on voit que 88% des Sénégalais préfèrent la démocratie comme modèle de gouvernance. Donc, Afrobaromètre aussi construit un indicateur de demande de démocratie. C'est 57%, c'est toutes les personnes qui sont à la fois qui rejettent la règle du parti unique, qui rejettent le régime dictatorial présidentiel, qui rejettent le gouvernement militaire et qui ont une préférence pour la démocratie. Ce qui donne un indice de demande de démocratie au Sénégal à 57%. Donc, lorsqu'on regarde maintenant le niveau et l'offre de démocratie, donc la perception des Sénégalais par rapport à l'offre de démocratie, donc on pose la question d'abord, à votre avis, quel est le niveau de la démocratie au Sénégal aujourd'hui? Donc, les réponses, on a 53% des répondants qui affirment que le Sénégal est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs. Et on compte 45% qui dit que le Sénégal est une démocratie avec des problèmes majeurs ou bien pas une démocratie. Donc, par rapport à la satisfaction dont la démocratie fonctionne au Sénégal, on se rend compte que 48% disent assez satisfaits, voire très satisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne au Sénégal, contre la majorité, 51%, qui affirment de ne pas être très satisfaits, pas du tout satisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne au pays. Donc, ce qui donne un indicateur, un indice, un taux d'offre de démocratie qui est 38%, ce qui croise les personnes qui sont à la fois, qui pensent que le Sénégal est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs, et ceux qui sont satisfaits de la manière dont la gouvernance fonctionne, ce qui nous donne un taux d'offre de démocratie à 38%. Donc, lorsqu'on regarde les questions donc, par rapport aux libertés et aux libertés et l'égalité devant la loi, donc on peut se rendre compte que lorsqu'on a posé la question de savoir dans ce pays à quel point êtes-vous libre, d'abord d'exprimer votre opinion, adhérer à une organisation politique de votre choix, choisir sans pression la personne pour laquelle vous allez voter. On se rend compte que 95% des Sénégalais se disent assez ou entièrement libres de choisir la personne pour qui voter. 93% des Sénégalais se disent assez ou entièrement libres d'adhérer à une organisation politique et 78% des Sénégalais disent qu'ils sont libres d'exprimer leur opinion. Donc, par rapport à la question sur la loi, la manière dont la loi traite les populations, lorsqu'on a posé la question, selon vous, à quelle fréquence dans ce pays est-ce que les gens sont traités inégalement devant la loi, on se rend compte que 69% des Sénégalais affirment que la loi traite les populations avec inégalité. Donc, pour terminer ce point, voici le graphique qui résume la confiance des Sénégalais aux institutions. Donc, lorsqu'on a posé la question de savoir à quel point faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, donc si on regarde le pourcentage de personnes qui disent partiellement ou beaucoup de confiance, on peut se rendre compte que globalement, les gens font beaucoup plus confiance aux leaders religieux. Ensuite, il s'ensuit les forces de défense du Sénégal.
Ensuite, on voit que les gens font confiance à la police et à la gendarmerie, les chefs traditionnels. Donc, un deuxième lot vient ensuite les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. Ensuite vient les cours et tribunaux, le président de la République, la direction générale des impôts, 46%, le conseil municipal et départemental à 40%, la commission nationale de recensement des votes à 40%, et dans une moindre mesure, les partis politiques de l'opposition, les partis au pouvoir, et enfin l'Assemblée nationale. Donc, ceci met fin à la partie gouvernance politique. Nous allons enchaîner avec maintenant l'accès aux services sociaux de base, donc le dernier point de cette présentation. Donc, ce que nous pouvons en résumer, donc on remarque qu'il y a une forte présence d'infrastructures scolaires, de réseaux électriques, de systèmes d'adduction d'eau et d'établissements sanitaires qui ont été observés dans les différentes localités par nos agents enquêteurs. Cependant, on a remarqué peu de postes de police gendarmerie, de bureaux de poste et des systèmes d'évacuation des eaux usées. Un autre résultat de cette partie, c'est que la majorité des Sénégalais ont sollicité les services d'établissement de santé à hauteur de 76%, d'écoles publiques 57%, d'organismes d'enregistrement tels que les pièces d'identité usagers, donc des usagers des services publics ont jugé difficile, voire très difficile, l'obtention des services demandés, et certains parmi eux n'hésitent pas à verser des pots de main pour les acquérir. Donc, ce graphique montre la présence d'infrastructures publiques dans les différentes localités. Donc, ça, c'est un constat que nos agents enquêteurs font sur place. On peut voir que les enquêteurs font état de la présence ou non dans chaque unité d'échantillonnage des infrastructures de services publics. Et la figure montre le pourcentage des répondants vivant dans des zones avec ces infrastructures. Donc, on peut voir que globalement, dans les zones, globalement, on a identifié des écoles à 92% des zones, 81% des réseaux électriques, ensuite à 69% des établissements de santé et dans une moindre mesure, la police, les bureaux de poste et le système d'évacuation des eaux usées. Donc maintenant, par rapport à l'utilisation, donc c'est le résultat ce résultat qui a été commenté tout à l'heure, c'est que 76% des Sénégalais donc, affirment avoir sollicité au moins au cours des 12 derniers mois une clinique ou un hôpital public, une école publique, ou bien à hauteur de 54% aussi des organismes d'enregistrement tels que le passeport, la pièce d'identité nationale ou le permis. Et dans une moindre mesure, la police dont on avait soulevé tout à l'heure. Donc, lorsqu'on s'intéresse maintenant à la question du niveau de difficulté, on a posé la question de savoir à quel point était facile ou difficile d'obtenir des services dont vous aviez besoin. Donc, par rapport aux structures qui ont été visitées. On peut voir qu'à hauteur de 65% des Sénégalais disent qu'ils avaient des difficultés pour obtenir les soins médicaux dont ils avaient besoin. 58% avaient des difficultés pour obtenir des pièces, soit des pièces d'identité, le passeport, tout ce qui est donc, des difficultés dans les structures d'organismes d'enregistrement. 46% pour avoir l'assistance de la police et dans une moindre mesure, 36% pour avoir ils ont eu des difficultés dans les écoles publiques. OK, et enfin, on peut voir que lorsqu'on a posé la question de savoir combien de fois le cas échéant avez-vous dû verser des pots de main pour faire un cadeau ou une faveur à un responsable public, donc ça concerne directement, si c'est l'école, on met l'école, afin d'obtenir le service dont vous avez besoin. Si on regarde le pourcentage de personnes qui répondent par une ou deux fois, quelques fois ou souvent, on se rend compte que 40% des usagers des services publics ont dit, déclarent avoir versé des pots de main pour éviter des difficultés avec la police, 23% pour obtenir des documents tels que le passeport, la pièce d'identité ou le permis, et 13% pour avoir une assistance de la police, 10% pour obtenir des soins médicaux et 8% pour ne pas avoir des difficultés avec l'école publique. Donc, en guise de conclusion de cette présentation, nous pouvons retenir globalement que la majorité des Sénégalais affirment que leurs conditions de vie actuelles sont bonnes. Toutefois, ils ont une perception plutôt négative sur l'orientation actuelle du pays
est la réponse du gouvernement aux besoins des citoyens. Concernant la gouvernance politique, on peut retenir que les citoyens rejettent les formes autoritaires et préfèrent la démocratie comme modèle de gouvernance. Toutefois, ils ne sont pas satisfaits de la manière dont elle fonctionne au Sénégal. Donc, dernier résultat, ce qui met fin à cette présentation, c'est que bien que les structures de services publics existent, les Sénégalais jugent leur accès plutôt difficile et une bonne partie n'hésite pas à verser des pots de vin pour obtenir des services sollicités ou pour éviter notamment des problèmes, des difficultés avec la police. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation. Je passe la parole au professeur Diagne. Merci beaucoup. Plutôt au professeur Abdoulaye Sakho qui va modérer les discussions. Professeur Sakho. Merci beaucoup, Abdoulaye. C'est bon, ça passe? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, professeur. Ok, c'est bon, ça va. Voilà, donc on va y aller. J'avoue que je ne sais pas trop quel est le temps imparti, mais je sais que c'était prévu, la réunion globalement était prévue de 11h à 12h30 sur Zoom. Donc, on est à un délai qui devrait nous permettre, on est 11h30 actuellement. Donc, à peu près 1 heure de temps d'échange et peut-être des conclusions. Alors, c'est assez facile à faire, cette modération, parce que comme l'a dit tout à l'heure le professeur Diagne en introduisant, on n'est pas dans des partis pris, on est juste dans la restitution de données, c'est des enquêtes, on a restitué des données, c'est factuel, et ces données, on peut les analyser et même les commenter comme on veut. Ils concernent 3 points, la gouvernance économique, la gouvernance politique, l'accès aux services sociaux de base. Ce sont les 3 points qui méritent aujourd'hui peut-être d'avoir votre input par rapport à vos réactions, par rapport aux réponses qui ont été données par les Sénégalais. Réponses que nous avons, nous, évité de commenter de manière globale. Nous avons juste dit, voilà ce que les Sénégalais pensent de tel ou tel point. Alors sur ce plan-là, on peut échanger. On est 46 participants, c'est ce qu'affiche mon écran. 46 participants. On a à peu près 1 heure de temps de discussion. Je vous propose la méthodologie suivante, que l'on discute en fonction des 3 points qui sont posés, ou alors si on est suffisamment raisonnable, on peut poser des questions sur tous les points qui intéressent. J'aurais voulu qu'on commence d'abord par la gouvernance économique. Pendant qu'on la faisait, il n'y avait pas autant de monde, je crois. C'est après que les gens sont venus. Ensuite, on consacre quelques points à la gouvernance politique et enfin aux services sociaux de base. Si vous êtes d'accord avec cela, je voudrais donner la parole à la salle virtuelle qui est là en face de nous et on sera chargé au sein M. Diallo, professeur Diagne, que moi-même et puis le professeur Cabral, qui je crois est également connecté, on sera chargé de répondre à vos différentes questions en évitant des partis pris. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Donc, si personne ne s'oppose à la procédure que je propose, donc on commence par la gouvernance économique et la salle est ouverte. Je crois que les micros sont ouverts. Généralement, celui qui veut prendre la parole, soit il lève la main, soit il ouvre le micro, il se présente et il pose des questions. Sur la gouvernance économique d'abord, allez-y. On est 46 participants. Qui est-ce qui veut prendre la parole? J'ai une petite question, professeur. Ian Hop. Ian, oui, allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation très riche. J'ai 2 points qui portent un peu sur l'ensemble de la présentation. La première chose, s'il vous plaît, réglez votre histoire de la majorité et la plupart. Donnez-nous des pourcentages. On ne sait pas de quoi on parle. La plupart de 46%, la majorité de 51 ou 80, c'est très décevant ou disons frustrant. Donc ça, c'est la première chose, liquider et enlever majorité et plupart pour être plus précis. Deuxième chose, dans la désagrégation, dans le rapport final, je pense qu'il y a 2 dimensions qui peuvent être intéressantes pour les décideurs et les acteurs. Une, c'est désagrégation genre sur certaines questions, comme l'accès aux services de santé, comme pot de vin, peut-être, ce genre de choses. Mais beaucoup de questions de désagrégation genre. Je suis sûr que ce sera fait, mais je voudrais souligner. Et la deuxième chose, c'est la désagrégation par tranche d'âge. C'était fait pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Et encore, je sais très bien que la présentation était bonne et on ne peut pas tout faire dans la présentation, mais je pense dans le rapport et dans les données,
c'est toujours intéressant de voir un peu plus loin dans les tranches d'âge, surtout à l'heure actuelle, tout l'intérêt porté par le gouvernement sur les questions d'enfance et de la jeunesse. Voilà, c'est deux. Merci. Merci beaucoup. Ian Harwood de Sénégal et adhérez-vous tous à notre association sénégalaise d'évaluation si vous souhaitez. Merci. Merci beaucoup. C'est des préoccupations de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'évaluation et au suivi. C'est vrai que c'est des questions qui se posent et c'est des choix, certainement. Ceux qui sont d'Afrobaromètre ou le représentant d'Afrobaromètre ici, c'est le CRES, doivent pouvoir répondre à ces questions-là. Éviter de parler juste de majorité et tout cela, mais aller vers des pourcentages pour être peut-être un peu plus précis et puis faire les désagrégations sur les questions liées au genre et sur les questions de tranche d'âge. Je crois que pour certaines questions, ça avait été fait, pour d'autres, peut-être pas, mais il faudrait peut-être penser au général. Mais je crois qu'ils étaient, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils étaient plus ou moins dans un corset, dans un carcan, avec des questions bien faites, avec une méthodologie bien préparée, sur laquelle il était peut-être difficile de sortir. Mais en tout cas, ils retiennent et ils vont répondre le moment venu. Une autre personne? Merci Yann. Oui, alors bonjour. Bonjour, vous vous présentez et puis voilà. Michel Falilou Kane, chef de la division sport à la base et sport pour tous au ministère des Sports. Falilou Kane, ministère des Sports. Monsieur Kane, allez-y. Voilà, merci beaucoup, Michel Sakho, pour la proposition de votre méthode de travail qui nous agrée. Merci aussi pour Michel, le directeur de CRES, pour le travail abattu. Merci aussi à M. Diallo pour la présentation. Merci au CRES aussi de nous avoir associés à ce webinaire. Et toutes nos félicitations pour l'excellent travail abattu. Maintenant, j'avais envoyé 2 questions à l'adresse mail indiquée dans les invitations, mais je vais devoir peut-être les reprendre ici. Compte tenu, par exemple, des résultats ou bien de l'enquête, on voit que les enquêtes ont porté sur des citoyens d'au moins 18 ans, ce qui fait penser pour nous à une exclusion totale de l'enfance. Ça veut dire que la gente enfance a été exclue de cette enquête-là. Et si on sait que l'un des défis majeurs dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre pour relever le bien-être de leur population, c'est d'assurer le développement de leurs secteurs sociaux, à savoir la santé, l'éducation, l'emploi, etc. Et ceci est plus attendu dans l'enfance. Alors, pensez-vous vraiment qu'une société peut se développer sans une considération ou une prise en charge totale de la petite enfance avec toutes ces préoccupations qui les intéressent de plus? La deuxième question, c'est maintenant, considérant les composantes des politiques sociales, moi je pense que ça, pour cette question, je vais attendre qu'on en arrive d'abord aux services sociaux, à la crise, à la gouvernance, aux services sociaux. Donc voilà, c'était la première question pour la première intervention. Merci. Merci beaucoup, M. Kane, très pertinent comme question. Ça mérite également que les gens y répondent. Je crois que c'est noté. C'est ce qui ont suivi l'enquête de près. Monsieur Diallo, professeur Diagne, vous verrez le moment qu'il faut. On laisse d'abord la salle poser des questions et après vous pouvez répondre de manière globale si ça nécessite des réponses, sans parti pris. Après Monsieur Kane, qui est-ce qui veut prendre la parole? Monsieur Kane du ministère des Sports. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Mohamedou Maouloud Diakhaté. Je représente à ce webinaire le président ou la présidente Madame Aminata Mbengue Ndiaye du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui vous remercie pour l'invitation faite à l'institution. Et je félicite aussi l'équipe qui a préparé ce webinaire autour de ces questions très importantes qui, à mon avis, présentent un état complet du Sénégal. Je voudrais peut-être poser des questions relatives à la méthodologie parce que ce sont des grandes masses qui nous sont données, qui ont été délivrées. Et j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a eu une bonne discrimination
des gens enquêtés qui sont des citadins et par rapport aux ruraux, déjà, et dans un premier temps, mais aussi, est-ce qu'il a été tenu compte d'une classification spécifique liée aux communes qui ont été enquêtées? Y a-t-il eu assez de communes, disons, urbaines qui occupent une certaine centralité concernant les dotations en équipement, infrastructures, etc.? Ou est-ce qu'il y a eu en tout cas un bon équilibre entre les communes pour pouvoir, si c'est ce niveau-là qui a été choisi, pour pouvoir faire la part des choses? Deuxième, et ça c'est une demande, nous travaillons effectivement, nous, à documenter les avis que nous formulons pour le chef de l'État et voudrions savoir si vos documents peuvent être disponibles. Vraiment, nous en serons preneurs dans la mesure où ça va être un référentiel de poids et de choix. Voilà, aussi, je vous remercie pour cette invitation. Voilà, c'est ces deux points que je voulais évoquer. Merci, M. Diakhaté. Deux points qui sont importants également. La première concerne spécifiquement Afrobaromètre et sa méthodologie de ciblage dans les enquêtes. Et l'autre, la question, c'est le résultat des enquêtes. Est-ce que c'est disponible? Là également, je crois que tout à l'heure, le professeur Diagne répondra à ces questions-là sur la disponibilité. C'est lui le directeur exécutif du CRES. Il vous répondra. Voilà, deux questions déjà qui sont intéressantes, en dehors de celles sur l'enfance posées par M. Khan et les questions de Yann. J'ouvre encore. Qui est-ce qui... Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Sambassi. C'est M. Sambassi. Sambassi, ministère du Travail. Monsieur le ministre, bonjour. Allez-y. Bonjour, monsieur. Je voudrais vous féliciter de ce qui nous a été présenté et indiquer que peut-être la séquence temporelle pendant laquelle cette enquête a eu cours n'est pas anodine. Si j'ai bien noté, c'est du 12 décembre au 9 janvier 2021. Tout à fait. Période donc particulière. Notre vue commune, peut-être que ça a pu avoir une incidence puisque nous sommes dans une enquête de perception. Je voudrais relever également une sorte de paradoxe à mon niveau. Globalement, puisque nous en sommes à la partie économique, les enquêtés disent pour l'essentiel avoir de bonnes conditions de vie, mais soulignent que nous allons vers la mauvaise direction. Je ne sais pas si vous avez été jusqu'à savoir qu'est-ce qui légitimerait ce sentiment-là du côté des personnes qui ont été interviewées. Merci. Excellente remarque que nous-mêmes avons remarqué au moment de la restitution de ces travaux d'enquête. Mais bon, comme on dit, c'est des données, c'est des data, on ne peut pas nous les changer, on les a reçus comme ça, on les livre, et tout à l'heure, chacun fera le commentaire qu'il veut, ou en tout cas, en tirera les conséquences. Mais c'est effectivement vrai, ce que vous avez souligné, M. Siti, de bonnes conditions de vie de manière globale, mais on dit qu'on va, du point de vue gouvernance, dans la mauvaise direction. Ça, c'est assez paradoxal. Mais sinon, l'idée de relever la séquence temporelle, elle est essentielle, à mon avis, aussi, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et peut-être que tout à l'heure, le CRES et ceux qui ont suivi au jour le jour cette enquête répondront. Mais il faudra, je la retiens, la question de la séquence temporelle, et également ce paradoxe sur lequel, si on a des éléments de réponse, on les fera. Donc, merci beaucoup, monsieur Si. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Voilà, je m'appelle Mamadou Amouzou, du ministère des Finances et du Budget. Voilà, donc d'abord, je vais aussi dans le même sens des remerciements, surtout du ministre du Travail, mais également aussi les remerciements aussi des autres sectoriels qui ont formulé à l'endroit du CRES et également aussi à Afrobaromètre. Voilà, je pense qu'effectivement, les indicateurs qui sont sortis sont quand même des indicateurs assez révélateurs et qui permettraient peut-être au gouvernement de pouvoir prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir donc redresser la barre et essayer simplement donc d'aller aussi dans le sens si par exemple les résultats sont
sont dans le sens qu'il faut. Voilà. Maintenant, moi, j'avais 3 préoccupations. D'abord, la première, c'est par rapport, disons, à la période de collecte. Et vous savez pertinemment que nous sommes en période de Covid. Et il y a eu peut-être d'autres rounds qui ont eu lieu, c'était en 2017 et aussi depuis 2002 jusqu'à 2017. Est-ce qu'à travers les résultats que vous avez eus qui s'est déroulé pendant la pandémie, vous avez essayé simplement donc de les comparer, disons, aux autres résultats des autres années? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'effet pandémie qui pourrait simplement donc biaiser les résultats que nous avons eus? Donc ça, c'est une première remarque. L'autre remarque, c'est aussi par rapport aux résultats. Moi, je me dis souvent peut-être qu'il peut y avoir, même dans, disons, l'échantillon avec les résultats qu'on peut avoir, une certaine variabilité, disons, des réponses qui sont données, parce qu'il s'agit de la perception. Est-ce que vous avez eu simplement donc à déterminer les intervalles de confiance, des indicateurs donc, qui sont sortis, des résultats de façon globale? Est-ce que selon le milieu de résidence, il n'y a pas une certaine variabilité qui ferait simplement donc que les résultats pourraient être mis en cause? Donc, je pense que ce serait bien, si on ne l'avait pas fait quand même, de pouvoir faire ressortir les intervalles de confiance par rapport aux indicateurs qui sont sortis. La troisième préoccupation, c'est par rapport à, disons, à l'indicateur de pauvreté vécue. Je pense qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été donc pris en compte pour pouvoir construire, disons, la pauvreté vécue. Est-ce que pour ces indicateurs-là, vous avez eu déjà, disons, à faire un test pour le choix? Parce qu'il y a quelques indicateurs qui sont pris. Est-ce que c'est d'abord des tests qui ont été effectués pour pouvoir choisir ces indicateurs-là qui pourraient donc mesurer la pauvreté vécue? Ça, c'est de 1. Deuxième chose, pour la pauvreté vécue, vous l'avez tout simplement donc, disons, scindé en 3 catégories. Pauvreté forte, pauvreté ainsi de suite, ou pauvreté, disons, intermédiaire. Je voudrais savoir quels étaient les paramètres que vous avez pris en compte. Est-ce qu'il y a eu des pondérations entre les indicateurs? Est-ce qu'il y a eu simplement donc aussi à quel moment on peut considérer que quelqu'un, disons, un individu en privation dans un indicateur donné? Ou quels étaient aussi en même temps le seuil de pauvreté global que vous avez utilisé pour chaque type de pauvreté? Quels étaient les seuils que vous avez pris? Est-ce qu'il y a eu des tests, disons, de sensibilité par rapport à ces seuils-là pour qu'on puisse voir? Est-ce que ça, quand on change de CI, quand on change un paramètre, que ce soit la pondération, que ce soit les CI, est-ce que les résultats n'ont pas changé par rapport simplement donc à la situation que nous avons actuellement? Donc voilà un peu donc les quelques questions que moi je tenais quand même à, disons, à adresser. Et toujours, je félicite vraiment le CRES et également aussi Afrobaromètre pour pouvoir mettre à disposition ce type de résultats que peut-être qui vont permettre simplement donc de pouvoir travailler sur plusieurs choses. Et comme l'a exprimé aussi, disons, un qui m'a précédé, ça mériterait peut-être de faire des analyses approfondies à l'issue simplement de ces résultats-là. Donc, on a vu quelques éléments qui sont ressortis parmi les résultats. On va essayer donc de voir s'il y a des possibilités avec le CRES et d'autres aussi qui puissent encore approfondir la réflexion par rapport à certains résultats qui sont sortis par l'étude. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Amoussou. C'est assez pertinent, vos questions, vos interrogations sur l'incidence Covid, sur la question de la nuance et les perceptions, sur les pondérations. Ces questions, je crois, Abdoulaye, tu es en train de nous écouter. Vous pouvez vous pouvez y répondre en tout cas, ou donner des indications de réponse sur ces questions-là. Voilà. M. Amoussou, nous vous remercions beaucoup. Je vous remercie. Je vais prendre encore 1 à 2 personnes sur cette question de la gouvernance économique. Oui. Bonjour. Sinon, on donne la parole au CRES. Monsieur Warmé, Ali Alaya, on vous écoute. Oui, merci beaucoup pour ça. Bonjour tout le monde, je suis Alain Warmé, Direction générale de la planification et des politiques économiques. Donc, je voulais féliciter la planification. La DPE. Vous êtes de la direction de la planification, c'est ça? Absolument, monsieur le ministre. On vous écoute. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup, professeur, pour m'avoir donné la parole. Et je m'associe donc aux mots qui ont été prononcés avant moi. Je pense que c'est un travail assez difficile et certainement sur lequel les CRES a beaucoup misé. Et ce que je voulais vraiment,
j'avais 2 ou 3 préoccupations. Je pense que certains ont plus ou moins été posés. La première, c'était de dire que, en termes méthodologiques, est-ce que je voulais savoir, c'était, en fait, j'ai cru entendre, ma connexion est assez instable, j'ai cru entendre que on a fait un échantillon, je pense, avec la NET, et donc, qui s'est déroulé entre donc, décembre et janvier, donc décembre 2020, janvier 2021. Bon, je voulais savoir, comme l'enquête, ou en tout cas, j'ai vu la première phase a commencé aux alentours de 99-2000 jusqu'à maintenant, est-ce que c'est parti, il y a un minimum de panels à l'intérieur, les mélanges, ou bien à chaque fois, c'est un éternel recommencement? Bon, je voulais quand même savoir, pour qu'on puisse vraiment voir, c'est-à-dire qu'il y a l'absolu qui nous permet donc de mesurer effectivement donc à l'instant, mais il serait bien qu'on puisse tenir compte donc de la... Parce que je n'ai pas plus ou moins vu les résultats qui se sont comparés, qu'on a comparés dans les temps. Comme il y a eu plusieurs phases, je pense qu'il serait bien qu'on puisse avoir en fait relativisé dans les temps les résultats et surtout vérifier, voir si les modules ou les questions qui sont posées ont varié dans les temps ou bien c'est les mêmes questions. Bon, voilà un peu, je pense que cette première partie, il faut que on puisse comprendre. L'autre élément, c'était donc par rapport donc voilà, en présentant donc les résultats de 2020-2021, je pense qu'il est aussi bien de voir, en fait, c'est des résultats absolus. C'est-à-dire, on n'a que les résultats au niveau du Sénégal. Je pense que compte tenu de ce que vous avez dit, avec un certain nombre de pays que ça couvre, ou tous les pays africains, je pense qu'il serait bien vraiment de voir quel positionnement en fait le Sénégal occupe par rapport en fait aux autres pays et pouvoir, je veux dire, ça permet en fait aux autorités de savoir comment en fait, pourquoi il faut en fait s'appuyer. Je pense qu'en ce moment, ce que nous avons de façon absolue peut être plus ou moins renforcé en comparant donc aux autres pays ou en tout cas à d'autres espaces sur lesquels que nous partageons. Voilà un peu les éléments en fait sur lesquels je voulais donc les 2 points. Je pense que la pauvreté, M. Amzou avait déjà un peu abordé la question et là aussi je pense que c'est une question tellement sensible et multidimensionnelle qu'il faut peut-être voilà donc essayer de... Parce que je trouve que le fait, on a trop de questions un peu basées sur l'opinion en fait d'individus qui n'est peut-être pas, je pense que donc baser les calculs statistiquement, je veux dire, on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que en termes, je veux dire, bon, en tout cas d'analyse, est-ce que cela apporte grand-chose par rapport en fait à la question de la pauvreté? Je pense que il faudrait peut-être qu'on essaie d'être prudent et surtout si on ne peut pas faire la même chose juste pour en fait les autres pays en fait qui font en fait ce type d'études. Voilà un peu en gros pour CESAPO ce que je voulais donc dire par rapport donc à ça et cela ne modifie pas quand même le travail qui a été fait et donc je félicite encore une fois les organisateurs donc, de cette réunion-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est bien noté, très bon commentaire. Et merci également pour les appréciations positives du travail qui a été fait. Je crois que ça va être très, très bien noté. Maintenant, je vais juste donner la parole sur la gouvernance économique à un dernier intervenant. Et ensuite, je reviendrai vers les professeurs d'elle pour voir les possibilités de réponse. Et ensuite, on passera
parce qu'on a jusqu'à 12h30. On passera pour un quart d'heure sur la gouvernance politique. Généralement, pose beaucoup plus de questions, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique. Souvent, très souvent. Un dernier intervenant? Sinon, professeur Diagne, vous prenez la parole. Merci beaucoup. S'il te plaît. Je réagirai à quelques commentaires et je donnerai après la parole à M. Diallo pour intervenir sur un ou deux points. Yann, bonjour. Yann, c'est mon patron, c'est un membre du conseil d'administration du CRES. J'ai bien noté les deux points que tu as soulevés. Pour ce qui concerne le premier point, qu'il faut donner les pourcentages, effectivement, je crois que dans la présentation, à un moment donné, vous avez vu que les pourcentages sont apparus parce qu'on a fait remarquer au présentateur qu'il fallait donner les pourcentages. Et de toute façon, les dépêches qu'on va publier sur le thème, les communiqués aussi de presse qu'on va diffuser, vous verrez que ce sont des pourcentages très précis qu'on va donner. Merci pour la remarque. Pour ce qui concerne la désagrégation en genre, oui, c'est très important, de même que la désagrégation par tranche d'âge. Vous convenez simplement que le temps de la présentation ne permettait pas d'entrer dans les détails, mais chaque fois qu'il est possible de désagréger, on le fait. Et les données ont été aussi collectées de cette façon-là. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a eu autant d'hommes que de femmes qui ont été interrogés. Donc, la désagrégation en genre ne pose aucun problème. Monsieur Khan a posé la question de savoir pourquoi l'enquête n'a pas concerné les moins de 18 ans qui sont une partie très importante de la population. Vous savez, ce que nous avons, le critère principal qui a été mis en avant, c'est l'âge de vote. On a voulu demander l'opinion des Sénégalais et des Sénégalaises qui ont atteint l'âge de majorité, qui donc peuvent participer à la décision en choisissant, par exemple, les personnes qui siègent dans certaines instances, qui dirigent, ou bien quand il s'agit de choisir le président de la République, les députés, les élus locaux, etc. C'est ce public-là qu'on a voulu interroger pour connaître son opinion. C'est la raison pour laquelle donc, les moins de 18 ans n'ont pas été pris en compte. Mais quand je vois les questions que vous avez soulevées en filigrane, santé, éducation, vous voyez très bien que ces questions ont été largement prises en compte dans la partie sur l'accès aux services sociaux de base. Et je crois que tout compte fait, les opinions des personnes adultes qui s'occupent de ces enfants sont peut-être plus déterminantes quand il s'agit de prendre des décisions. Pour ce qui concerne l'intervention de M. Diakhaté, d'abord sur la méthodologie, il a demandé est-ce qu'il y a eu, si je peux dire, une bonne discrimination, on a bien distingué entre ruraux et urbains. Oui, la méthodologie de sélection des districts de recensement c'est fondé sur les strates
les strates telles que rural, urbain. Donc, si vous reprenez la terminologie de la NSD, vous avez Dakar, vous avez les autres centres urbains, vous avez les zones rurales. Il y a aussi les régions, et même à l'intérieur des régions, on a bien pris en compte cette distinction entre zone rurale et zone urbaine. Et pour ce qui concerne maintenant les communes, on n'est pas entré par les communes parce que cela nous aurait donné un échantillon beaucoup plus important et le coût de l'enquête serait peut-être multiplié par 2. Donc, on n'est pas entré par les communes, mais on a une bonne représentativité des zones urbaines et des zones rurales. Pour ce qui concerne maintenant la disponibilité des documents, je pense que nous avons nous avons presque répondu à cette question. Nous avons dit que après cet atelier, nous publierons la présentation, les communiqués de presse, et puis il y a une dépêche qui est un document un peu plus long, plus volumineux, qui détaille un peu plus donc tous les résultats que nous avons présentés. Et je rappelle aussi que sur 2 autres thèmes, nous avons déjà fait des communiqués, nous avons publié aussi des dépêches que vous pouvez trouver sur le site d'Afrobaromètre ou sur le site du CRES. Bonjour, Monsieur le ministre. Merci d'avoir bien voulu prendre part à cette rencontre et merci aussi pour les questions très pertinentes que vous avez soulevées. Vous avez soulevé principalement la question, le paradoxe. Effectivement, nous avons vu que 51% des Sénégalais jugent leurs conditions de vie globalement satisfaisantes, mais nous avons une majorité de l'ordre de 60% qui pensent que le pays ne va pas dans la bonne direction. C'est vrai que quand on met côte à côte ces 2 résultats, on peut y voir une contradiction. Mais ça ne doit pas surprendre parce que ce sont des opinions. On n'a pas cherché à trouver de la cohérence ou à mettre de la cohérence dans les réponses des gens. Sur d'autres questions aussi, si vous regardez le questionnaire et que vous voyez quelles réponses ont été données à certaines questions, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, des réponses qui auraient dû aller dans le même sens sont allées en sens contraire. Maintenant, il faut reconnaître que quand il s'agit d'opinion, évidemment, les gens n'ont pas toujours la rationalité qu'il faudrait. Ce que vous avez dit sur la séquence temporelle, l'enquête a été réalisée en décembre 2020 et début janvier 2021. Je pense que c'est peut-être quelqu'un l'a soulevé, le choc majeur qui est par rapport aux autres enquêtes, aux autres rounds, c'est bien sûr la COVID. Dans quelle mesure ça a eu un effet sur les opinions des uns et des autres. C'est une question intéressante. Nous avons déjà publié une dépêche sur la COVID et nous avons donné l'opinion des Sénégalaises et des Sénégalais, notamment sur les effets, sur les impacts. Et on a vu que la COVID a eu un effet assez négatif, si je puis dire, sur
les conditions de vie des Sénégalais. Ça peut évidemment influencer les réponses qui ont été données. Monsieur Amoussou, pour ce qui concerne la période de Covid, la période de collecte et donc la Covid, je pense que j'ai déjà répondu. Ce que vous avez dit aussi sur la variabilité des réponses, oui, si on construit des indicateurs, évidemment, on cherche à savoir quel est le... Et surtout si on fait des comparaisons, on peut voir quelle est est-ce que les différences notées sont significatives ou pas. Ce sont des calculs que l'on fait, mais dans une présentation de ce type, évidemment, on ne peut pas entrer dans ces détails statistiques. C'est la même réponse aussi que je donnerai en ce qui concerne les indicateurs de pauvreté. Nous serions très heureux de travailler avec vous, de revoir un peu toute la méthodologie qui a été développée pour calculer ces indices composites et voir est-ce que on pourrait procéder autrement. Est-ce que, par exemple, en changeant les pondérations, on aurait des résultats différents? C'est des exercices qu'on a l'habitude de faire quand il s'agit d'analyser la pauvreté. Une fois encore, la difficulté ici, c'est que c'est une présentation très générale, donc tous les aspects techniques sont un peu mis de côté. Nous pourrions montrer, par exemple, comment ce que vous avez appelé les seuils de pauvreté, comment ces seuils ont été fixés. Tout cela, c'est vraiment des questions légitimes, mais techniques. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vraiment disponibles pour travailler, regarder ces questions de plus près avec vous. Abdoulaye, je vais devoir te couper, hein, parce que je sais que vous êtes très bavards, les économistes. On a essayé de terminer à 12h30. Il me reste qu'un quart d'heure. J'espère qu'on a pris le soin de réserver une plage un peu plus large que 12h30 sur Zoom. Il y a à discuter les deux autres points. Je crois que ce que tu viens de dire est assez intéressant sur le fait qu'on va continuer les discussions. Là, c'était une présentation générale, juste pour pouvoir disséminer dans un premier temps les résultats de cette enquête. Ça se poursuivra par le biais des documents qu'ils vont recevoir, par le biais de discussions également qu'on pourra faire B2B. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire et qui peuvent permettre d'orienter. Et une chose est certaine également, au regard des réponses qui ont été données, je suis sûr qu'on reviendra peut-être plus du tout sur des questions liées à la méthodologie. C'est à peu près sûr et certain, c'est relativement clair. Il va falloir aller vers ce que les Sénégalais aiment le plus en termes de discussion, c'est la question de la gouvernance politique. Là-dessus, je crois qu'on est tous au même niveau parce qu'il n'y a que des spécialistes sur ces questions-là. Et je voudrais qu'en même temps, on parle de l'accès aux services sociaux de base. On va essayer de prendre un peu plus que 12h30 pour permettre à ceux qui sont là et qui nous suivent de pouvoir échanger un tout petit peu avec nous en prenant en compte la contrainte de temps. Voilà. Si tu es d'accord, Abdoulaye, on fait comme ça. Sinon, j'aurais bien voulu que Joseph Cabral, que le professeur Cabral également réagisse en tant qu'économiste, ou alors Abdoulaye Diallo. Mais vraiment en 2-3 minutes pour qu'on puisse retourner vers la salle virtuelle. D'accord? Diallo? Cabral? Effectivement, d'accord. On prend note de cela. Donc, toutes les questions qui sont plus ou moins techniques, après, on pourra discuter avec les autres concernant la construction de l'indicateur. Et en plus, je vais en profiter pour répondre le dernier intervenant sur l'échantillonnage, la notion de panel et autres. Il faut rappeler que pour faire des comparaisons interpays, donc on attend à ce que les données finales soient disponibles. Afrobaromètre construit un indicateur, une pondération interpays qui facilite la comparaison interpays. Ça, c'était juste une préoccupation que je voulais préciser.
donc pour la comparaison entre pays. Maintenant, par rapport aux données de panel, chaque année, l'échantillon qui est choisi, ce n'est pas un échantillon sur les mêmes individus. Donc, on choisit des personnes aléatoirement. De préférence, étant donné que le Sénégal a à peu près plus de 17 000 districts de recensement, donc la probabilité de retrouver les mêmes DER à chaque round devient de plus en plus faible. C'est ça qui explique le fait que chaque fois après la stratification, on a des DER plus ou moins différents et on n'a pas une analyse en termes d'années de panel, données de panel. Donc, ça, c'est une réponse qui permet de couvrir globalement le dernier intervenant et la question sur l'indicateur de pauvreté et partant sur l'échantillonnage. Donc, il faut rappeler que c'est l'ANSD qui nous assiste. Donc, on tire d'abord, compte tenu de la projection de la population du Sénégal, on identifie le pourcentage, le poids de la population urbaine et le poids de la population rurale, qui permet d'avoir à peu près quel est le nombre de DER à enquêter dans chaque strate. Et on fait une strate à partir de chaque région, ce qui nous donnera au total 28 strates, donc à raison de 2 strates par région. Donc, globalement, c'est cette statistique, cette méthodologie qu'on utilise. Et une fois dans le DER, on fait un tirage aléatoire de 8 ménages. Et dans chaque ménage, l'individu a enquêté et sélectionné de manière aléatoire, ce qui permet d'avoir, ce qui garantit une extrapolation des données. Merci beaucoup. Merci, Diallo. Professeur Cabral, j'espère que toi aussi, tu n'as rien à dire. Moi, je vous dis que les statisticiens sont d'accord. Ils monopolisent la parole. Bonjour, prof. Comment vas-tu? Oui, non, je ne vais pas être long. Je pense que nous avons pris bonne note des réactions des uns et des autres. Nous essaierons de disséminer. Je pense qu'il y a eu des requêtes qui sont parties dans le sens de dire que est-ce que les documents peuvent être disponibles? Oui, les documents sont largement diffusés. Déjà, pour ceux que ça intéresse, sur le site du CRES, vous avez déjà des dépêches qui sont disponibles. Après, M. Gagne a parlé de l'opinion des Sénégalais sur la COVID. Là également, c'est un document qui est disponible et qui révèle beaucoup d'opinions que les Sénégalais ont partagées et mieux leurs préférences lorsqu'on note les questions qui leur ont été adressées. Et vous l'avez d'ailleurs remarqué, pour le point sur la démocratie, c'est une opinion qui est donnée, mais c'est en même temps une préférence que les Sénégalais révèlent par rapport à peut-être des pays de référence. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup. Alors, on va retourner vers la salle virtuelle et donner la parole pour des réactions sur les résultats relatifs à la gouvernance politique et à l'accès aux services sociaux de base. Le professeur Cabral a même ouvert en disant que les Sénégalais préfèrent, du point de vue global, un régime politique relativement soft plutôt que des dictatures et autres. Alors, voilà. Qui est-ce qui veut prendre la parole? C'est ouvert. Hassana et Diallo, est-ce que vous avez pensé à augmenter un tout petit peu la réservation horaire ou temporelle de Zoom pour qu'on puisse aller au-delà de 12h30? Voilà. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, vous aviez promis de revenir, le ministère des Sports. On vous écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup encore et merci beaucoup pour les réponses apportées à nos inquiétudes. Maintenant, en ce qui concerne la gouvernance politique, on a vu que dans les résultats de l'enquête, 95%, 15% ont la liberté de choisir pour qui voter. Et il y a aussi un pourcentage de 93% qui nous renseigne sur les choix d'adhésion dans les partis politiques. Mais si nous creusons un peu plus fond, c'est-à-dire si nous allons dans ce qui se passe réellement dans la pratique, avec ces actes de corruption intenses que nous vivons souvent dans la société, à savoir surtout les jours des élections où, par exemple, on mobilise des cars, on donne des t-shirts, disons, dans toutes les activités politiques où il y a toujours des mobilisations de fonds importants pour enrôler les citoyens, aussi bien pour voter, aussi bien pour adhérer dans des partis politiques, aussi bien pour participer à des activités politiques d'un parti quelconque. Compte tenu de tout cela, est-ce que réellement on peut parler de liberté dans la vie politique des Sénégalais? Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler de liberté de choix, liberté dans les scrutins, dans les votes? C'est des questions sur lesquelles on va réagir tout à l'heure. Une autre personne qui veut réagir après M. Khan, le ministre des Sports. Personne. Et pourtant, ce sont les questions qui font les unes des journaux régulièrement, ces questions de gouvernance politique sur lesquelles tout le monde réagit. Vous voulez dire un mot sur cette question, si vous permettez? Bien sûr, Monsieur le ministre. Et en même temps, le troisième point également, l'accès aux services sociaux de base, les résultats, on les prend ensemble. Allez-y, Monsieur le ministre. Alors, je constate avec quelques satisfactions, pour le dire de cette manière-là, que quand même des pas ont été reconnus pour ce qui est de la fourniture d'un certain nombre de services qui sont des services essentiels. Je pense que c'est important, les pas qui sont faits, mais je comprends parfaitement que les pas faits, en fait, suscitent beaucoup d'appétit et qu'on ne regarde pas le chemin parcouru, mais qu'on regarde plutôt le chemin à faire. Et c'est ça également l'un des paradoxes d'ailleurs de la démocratie. En même temps que la majorité de nos compatriotes semblent être, disons, conscients du fait que nous vivons, je reprends l'expression que j'ai cru avoir entendue, une pleine démocratie, ils disent qu'ils sont insatisfaits. Et le propre de la démocratie, c'est justement de révéler les insatisfactions. Et je crois qu'on n'en sortira pas, on aura beau agir, beau avancer, beau poser des actes, mais chaque pas de franchi suscite l'envie d'en faire un autre. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Et à ce niveau-là, c'est un peu plus cohérent pour moi. Nous vivons dans une ère où quand même la parole est un peu plus libérée, les gens sont davantage, disons, capables de faire des choix, ils le savent, et ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'existant. C'est normal, à la limite, c'est le propre d'ailleurs de la vie politique de nos temps, ici au Sénégal comme ailleurs. Voilà la remarque que je voudrais faire, mais je pense que cette enquête-là révèle, et ça c'est important quand même, qu'un peu partout dans le pays, des pas ont été franchis et que parfois nous avons tout faux quand du dehors simplement nous versons dans une sorte de nihilisme absolument contre-productif. Et d'ailleurs, je me demande, puisqu'on est dans une enquête de perception, quelle peut être l'incidence de ce qui est dit à longueur de journée et pas toujours vérifié, quelle est cette incidence-là dans la construction des avis et des opinions. Merci. Tout à fait, surtout sur la dernière remarque par rapport à ce qui se dit le plus souvent, que moi-même personnellement, je vais faire un commentaire personnel, j'estime être une sorte d'usine à fabrique de vérité, alors que c'est peut-être pas ça la vérité, mais on nous le rabâche à un point tel qu'on croit que c'est ça qui est, alors que c'est peut-être pas ça qui est. Alors cette enquête vient de démontrer plus ou moins que non, il y a une bonne partie des Sénégalais qui constatent qu'il y a de la satisfaction, en fait, qui sont satisfaits en ce qui concerne la fourniture de certains services sociaux de base. Pas tous, et vous avez peut-être raison également de dire que non, la démocratie, ça va avec l'insatisfaction permanente. Le jour où vous dites que vous êtes satisfait, ça peut poser des problèmes de gouvernance. En fait, vous avez parfaitement raison. Merci pour la remarque. Qui d'autre? Oui. Yann? Une petite question. Yann? Alors, c'est Yann, encore. Une petite question. Je pense que le débat est très riche et très intéressant. Je pense que ça montre un peu la grosse difficulté. Et encore une fois, je comprends que chaque démarche a sa limite. Mais ça montre la difficulté de tirer des conclusions d'une prise de vue dans un moment dans le temps et sans avoir une idée ni des tendances dans le temps, ni peut-être certains éléments comparatifs, n'est-ce pas, des pays voisins et autres. Et bien sûr, tout ça, c'est prévu quelque part, mais il faut toujours être prudent de prendre une enquête et de trop interpréter, à mon avis, de trop décortiquer des choses qui sont vraiment très difficiles à tirer des conclusions définitives quelquefois sans avoir ces autres dimensions. Merci. Oui, merci pour la mise en garde. Il a raison. Alors, professeur Sakho. Mohamedou. Oui, professeur Sakho. Oui, voilà, tout juste une minute pour remarquer qu'effectivement, concernant les services de base, les chiffres qui ont été avancés recoupent très bien avec les chiffres de l'ANSD. Et cela, vraiment, nous montre que cette enquête a été faite carrément dans les règles de l'art. Mais pour revenir sur la liberté et les partis politiques, je voudrais faire remarquer qu'au Sénégal, qu'il y a plus de 300 partis politiques pour 17 millions d'habitants.
et ce qui fait peut-être un ratio de 55 000 personnes pour un parti politique. Autrement dit, la masse qui peut élire un député à l'Assemblée nationale. Donc, concernant l'expression des libertés, à mon sens, il y a vraiment le choix, parce que c'est un panel de 300 partis politiques. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui retient les gens pour s'engager. Comme on dit trivialement, il y a à boire et à manger. Je vous remercie. Moi, je rejoins ce que vous dites effectivement. Chez Saho? Oui, allez-y. Chez Saho? Oui. Oui, c'est M. Khan du ministère des Sports. M. Khan du ministère des Sports. Allez-y. Oui, je voudrais aussi compléter parce qu'il paraît qu'on va faire d'une pierre deux coups et parler aussi de l'accès aux services sociaux. Pour la présentation d'infrastructures des services publics, je voudrais savoir, le CRES, est-ce qu'il a insisté sur la... en fait, on a eu des pourcentages d'existence. Ça veut dire que les services, les infrastructures existent. Mais est-ce que le CRES a insisté sur la fonctionnalité de ces infrastructures-là? Parce que si je prends l'exemple du sport où nous gérons, nous voyons qu'il y a beaucoup d'infrastructures sportives, il y a beaucoup de stades. Mais au moment où je vous parle, il y a 11 stades qui ne sont pas fonctionnels, qui sont fermés au niveau du Sénégal pour des problèmes de réfection. Peut-être si vous allez dans la santé, on vous parlera d'un certain nombre important de postes de santé, des districts qui existent, mais qui n'ont pas d'infirmiers, qui n'ont pas de personnel. Si vous allez dans l'éducation, on vous parlera la même chose, d'existence d'écoles qui n'ont pas de professeurs, qui n'ont pas de personnel, etc. Alors, est-ce que le CRES a insisté sur la fonctionnalité de ces infrastructures-là, après bien sûr leur existence? Maintenant, revenons à la réponse de tout à l'heure, fournie tout à l'heure par rapport à ma première inquiétude. Je sais, la liberté est là, mais je veux dire, cette liberté-là qui est parfois conditionnée, est-ce que réellement, cette liberté qui est conditionnée, on peut parler de liberté proprement dite? Merci beaucoup. Merci pour ces questionnements. Merci également pour les précisions données concernant la maintenance. On me dit qu'il y a possibilité de poursuivre la réunion jusqu'à 13h. Bon, mais on est avec des personnalités. Il y en a qui avaient peut-être prévu jusqu'à 12h30. S'ils veulent partir, ils peuvent le faire. On ne retient pas. On a poussé jusqu'à 13h, en tout cas. Voilà. Et monsieur Hassana Diallo, non, c'est pas Hassana, c'est Romain. Qui est-ce qui veut parler? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Attendez, il y a des questions écrites. Je vais lire. S'il est là, il peut prendre la parole pour la poser. Romain Sambou, conseiller en organisation à la direction des stratégies de développement industriel. Bonjour, professeur Saho. Oui, assieds-toi, allez-y. Oui, je peux, s'il vous plaît? Je voulais lire la question de Romain, mais vous pouvez y aller. Si Romain nous écoute, il peut prendre la parole, sauf s'il a un problème de micro. Mais allez-y en attendant. Assietou Fall. Bonjour, je m'appelle Madame Fall Assietou. Je suis au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, et précisément à la direction de la planification, de la recherche et des statistiques. Donc, je me joins aux félicitations, aux encouragements pour le CRES et l'Afrobaromètre pour nous avoir associés à cette importante réunion de partage des résultats. J'avais une question, c'est lié à la gouvernance des services sociaux de base. J'ai vu par rapport aux résultats, surtout par rapport aux difficultés liées à l'accès aux services publics, où les soins médicaux viennent en premier lieu avec 65%, alors que pour le contact avec les structures, c'est-à-dire le diapo qui vient juste avant, que les structures sanitaires étaient avec un contact de 76%. Donc, je voudrais revenir sur cela. Par rapport aux difficultés liées aux services publics de santé, est-ce que ce n'est pas lié à la période de collecte de données, tout en sachant qu'avec la pandémie de la COVID-19, on a vu que l'accessibilité aux structures sanitaires était assez difficile, liée à une peur bleue de cette pandémie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne voulaient pas accéder ou aller vers les structures sanitaires. Mais il faut savoir que par rapport à cette accessibilité, on a eu à faire beaucoup d'efforts. L'État a eu à faire beaucoup d'efforts, notamment par rapport à l'accessibilité financière, avec la vulgarisation des mutuelles de santé, mais de l'assurance maladie de façon générale. Et par rapport à l'accessibilité géographique aussi, comme l'a dit tout de suite un précédent,
il y a la disponibilité de plusieurs infrastructures sanitaires récemment avec l'ouverture de certains hôpitaux dans les nouvelles régions, c'est-à-dire à Kaffrine, à Sédhiou, à Kédougou, mais également au niveau de plusieurs postes de santé au niveau périphérique pour permettre de faciliter l'accessibilité aux infrastructures sanitaires. À mon avis, je pense que peut-être que cette difficulté d'accès, comme vous l'avez dit, à 65%, peut-être est liée à la pandémie COVID-19, liée à la période de l'étude qui est du 12 décembre au 29 janvier, où à cette période, il y avait un essor où il y avait plus de cas et plusieurs décès à cette période. Peut-être que c'est lié à cela. Mais tout compte fait, je laisse la question au CRES pour plus d'amples informations par rapport à ce résultat de 65%. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Fall. Merci, c'est noté. Je lis la question de M. Samou. C'est dommage qu'il ne veuille pas prendre la parole lui-même. Il est au ministère du Développement industriel, ministère de l'Industrie, je crois. Il dit juste une question. Avez-vous fait ressortir dans votre étude l'impact de la gouvernance politique sur la gouvernance économique, sachant que la plupart de nos décideurs ont une casquette politique partisane qui influence leur type de gouvernance et comment faire pour remédier à cette situation? C'est pas à nous de le dire de toute façon. Bon, bref, voilà, c'est une question également qui est là, qu'il faut noter. Autre personne qui veut intervenir sur les deux points, gouvernance politique, accès aux services de base, aux services sociaux de base. On a qui d'autre? S'il n'y a personne, je retourne vers le CRES et Afrobaromètre pour leur demander... Allô, professeur? Oui, Mbaïdien? Ah, c'est le professeur Mbaïdien. Oui, excusez-moi, je n'ai pas suivi la présentation. Oui, mais vous l'avez déjà en fait, de toute façon, cette présentation. Allez-y, on vous écoute. Voilà, maintenant, je voulais juste poser une question aux enquêteurs, enfin, aux porteurs du projet. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des informations sur l'utilisation des moyens d'expression des opinions, quoi? Est-ce qu'on a demandé aux enquêtés leur intervention dans les réseaux sociaux, dans les forats des médias, comme par exemple Wax Sa Xalaat, bien les contributions libres dans les médias? Est-ce que les taux d'utilisation de ces moyens sont évalués dans l'enquête? Et puis, quelles sont les positions les plus partagées selon les moyens utilisés aussi? Voilà, parce que l'idée derrière, c'est que quel est le moyen qu'il faut utiliser pour mieux se faire entendre par les gouvernants? Okay. Voilà, merci, professeur. Merci, prof. Je crois que vous n'avez pas compris. D'accord, c'est noté aussi. Les enquêteurs sont là, ils vous écoutent et ils vont pouvoir peut-être répondre à la question de savoir quel pourrait être le moyen le plus indiqué pour pouvoir se faire entendre des décideurs. Et parmi les enquêtés, je ne sais pas quel type de moyens ils utilisent, mais en tout cas, la question elle est claire. Qui d'autre pour prendre la parole? Sinon, on retourne. Je vous ai dit qu'on a jusqu'à 13h. Hein. Je sais que tous avaient prévu jusqu'à 13h, 12h30. On est vendredi, mais quand même, on peut encore y aller pour ceux qui veulent. Pas de questions? Professeur Diagne, M. Diallo, professeur Cabral? Il y en a qui sont obligés de partir effectivement. Oui, professeur Sakho, je vais peut-être réagir juste à une ou deux questions et puis Abdoulaye va répondre pour les autres. La remarque de Yann, c'est vrai que c'est une mise en garde importante et je vois même un devoir qu'il donne au CRES, celui de faire une analyse qui utilise les données des enquêtes antérieures. Nous avons dit qu'il y a au total 7 enquêtes et cela vous donne une dynamique très intéressante dans le temps. On peut voir comment, sur une question donnée, comment
les opinions ont évolué. C'est aussi une analyse qui doit permettre de faire des comparaisons avec d'autres pays, à la fois en temps T, comme en 2020, 2021, mais aussi voir comment les autres pays ont évolué, comment leur dynamique se compare à celle du Sénégal. Je crois que ce sont des analyses assez approfondies qu'il faudrait faire et qui, à coup sûr, nous donneraient des enseignements très, très intéressants. Maintenant, il y a une question sur est-ce qu'on s'est intéressé au fonctionnement des infrastructures, des équipements d'une manière générale? Non. Ce qu'on a demandé à nos enquêteurs, c'est de constater l'existence ou non d'infrastructures dans tel sous-secteur, si je puis dire. Et maintenant, le fonctionnement de ces structures, est-ce qu'elles sont opérationnelles? On ne s'est pas posé cette question. Je crois que c'est une question intéressante. On pourra suggérer à Afrobaromètre de voir comment intégrer cette dimension lors des prochaines enquêtes, parce que c'est vrai que constater l'existence, c'est bien, mais aussi se demander est-ce que ces infrastructures fonctionnent correctement ou pas, c'est aussi très, très important. Je crois que pour les deux autres, bon, pour les autres points, je laisse Doulaye répondre. D'accord, merci. Maintenant, par rapport à la question sur les 69%, donc l'existence des services d'établissement sanitaire. Donc, c'est le graphique qui montre qu'à peu près 69%, on a constaté 69%. Mais ce qu'il faut rappeler que les 65%, il s'agit parmi les personnes qui ont utilisé donc, les services sanitaires, ce sont les 65% des personnes qui ont utilisé, qui ont déclaré avoir eu des difficultés pour obtenir des soins médicaux. Donc, c'est pas c'est pas au même niveau en termes d'information. Donc, les 69%, c'est l'existence. Mais parmi ceux qui ont utilisé les services sanitaires, donc les 65% à l'intérieur ont eu des difficultés pour avoir les soins médicaux. Donc, l'autre question du professeur Baïdien concernant l'utilisation des moyens de communication. Effectivement, dans la base, il y a beaucoup de questions relatives à l'utilisation des réseaux sociaux, à l'utilisation des moyens de communication, à plusieurs questions pour lesquelles on va produire déjà une dépêche qui est en cours, qu'on va publier et qui permettra carrément de résoudre, de prendre en compte votre préoccupation. Oui, c'est bon. Prof. Sakho. C'est bon. Bon, écoutez, il y a quelqu'un qui vient de faire une question. La présence d'infrastructures n'a évoqué que le réseau électrique d'après le schéma. Bon, juste le réseau électrique, c'est vrai que bon, tout cela, c'est des choses à prendre en compte après sur l'accès aux services sociaux de base. Il n'y a pas que l'électricité, d'après ce que l'on vient de nous dire. Il y a peut-être autre chose. Et effectivement, il y a vraiment autre chose. Mais de manière globale, les résultats de l'enquête ont montré quand même qu'il y a une grosse satisfaction, plus ou moins, en ce qui concerne l'accès aux services de base. Que ce soit transport, information, que ce soit tout cela. On peut généraliser sans être abusif. En tout cas, une chose est certaine, je crois qu'on doit pouvoir remercier et ne pas trop abuser du temps de ceux qui ont répondu au CRES, qui nous ont répondu, en leur disant que ce genre de rencontre ne bénéficie généralement pas de notes de synthèse, juste peut-être un constat global que moi personnellement j'ai fait depuis maintenant quelques années. Je me rends compte que dans la relation et dans l'interaction
entre démocratie politique et démocratie économique, il y a quelque chose qui est relativement paradoxal et qu'on retrouve de manière globale ici. Je ne veux pas préjuger ni influencer qui que ce soit. On sent que la démocratie, du point de vue politique comme régime politique, elle avance à grands pas. On la considère d'ailleurs comme la moins mauvaise et les citoyens l'acceptent plus ou moins. Mais par contre, plus la démocratie de ce point de vue avance, d'évolution du pouvoir par le biais des élections, participation des citoyens aux décisions, on se rapproche de plus en plus. Plus tout cela avance, plus on se rend compte que les inégalités économiques se creusent et que donc la démocratie économique avance plus vite que n'avance la démocratie économique. Donc il y a des progrès qui ont été faits dans notre pays par le biais de ce qui concerne les services sociaux de base, mais il reste beaucoup à faire. Et c'est peut-être cela le paradoxe que l'on retrouve, qui fait de telle sorte qu'on ne peut que constater et permettre aux autorités de pouvoir peut-être prendre les décisions idoines en fonction de ces enquêtes. Et cette enquête, j'ai été très content de me rendre compte que la NSD nous a dit qu'il y a des conclusions que retrouvent ce qu'eux, ils ont fait. Ça veut dire qu'on n'est pas mauvais. Il y a Khadindour qui est à l'écran. Vous voulez prendre la parole, Khadindour? Le solaire sur les couches vulnérables et tout cela, l'énergie. Bon, en tout cas, je vois quelqu'un à l'écran. Il s'appelle Khadindour. Si elle veut prendre la parole, est-ce qu'on peut avoir le document? Oui, bien sûr, le CRES. Essayez d'entrer à nouveau en contact avec le CRES par le biais des mails qu'ils vous ont envoyés, par le biais de la manière dont ils vous ont contacté. Je crois qu'il y a des discussions qui peuvent continuer et normalement, on reviendra et on reparlera de ces résultats-là, je crois bien. Ce n'est pas des résultats qui proviennent des structures officielles de l'État, c'est des résultats qui proviennent de structures relativement considérées comme autonomes, plus ou moins indépendantes, et donc ça peut aider à prendre la bonne décision. Voilà ce que je peux dire en vous remerciant encore une fois d'avoir pris un peu de votre temps. Nous nous excusons pour les problèmes techniques qui ont pu arriver. Nous avons un tout petit peu débordé sur le temps. La prochaine fois, on essaiera d'être aussi correct que possible sur cette question de temps. Merci, merci à tout le monde. Le CRES vous remercie. Professeur Diagne, Diallo, je vous remets la parole pour terminer. En tout cas, merci beaucoup. Abdoulaye, on a été déconnecté. Alors, professeur Sakho, vous pouvez conclure hein, et vraiment parler au nom du CRES. On a remercié tout le monde. Maintenant, voilà, au nom du CRES aussi, on dit ce qu'on a à dire. C'est de remercier vraiment pour l'attention qui a été portée aux résultats de ces travaux. Certes intéressant, mais vous n'étiez pas obligé de venir, mais je me rends compte que voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ces données qui de plus en plus gouvernent le monde. On fait des analyses par le biais de ce que les anglophones appellent les data. C'est ça qui est aujourd'hui et qui permet de prendre la bonne décision. Je crois que ce qui a été sorti ici, bien expliqué, bien exploité, pourrait aider nos autorités à décider. Quelles que soient ces autorités, ça peut les aider dans la bonne décision, d'autant plus que la période dans laquelle on a fait l'enquête pourrait également aider et peut-être influencer dans les décisions à venir. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Merci à tout le monde. Merci au CRES, merci à tout le monde. Mention spéciale à M. le ministre Sambassi de s'être déplacé personnellement. Merci. Fermez le micro.